On va démarrer avec une histoire de ces 20 ans des éditions Olivetan. Et je vais le faire en démarrant et en m'inspirant de l'évangile de Jean, qui dit, vous le savez, dans son prologue, « Au commencement était la parole ». Eh bien, pour ce qui concerne Olivetan, si on veut être plus précis, c'est « Au commencement était le journal Réveil ». Ce journal concernait au départ les paroisses du seul département de l'Ardèche, et puis avec la création de la grande région Centrale-Peu-Rhône, dans laquelle nous sommes maintenant, ce journal est devenu le journal d'information pour l'ensemble de la région. Moi, quand j'étais jeune étudiant en théologie, à la fin de mes études, j'ai eu la chance de faire un stage d'1 an avec André Lelièvre, qui était pasteur de la paroisse de Tournon, dans l'Ardèche, et qui était à l'époque président du journal Réveil. Et mon rapport de stage, de fin de stage, était une sorte d'enquête sur les forces et les faiblesses de ce journal. Et je me souviens qu'à cette époque, le tirage du journal était encore de 19 000 exemplaires. Il y avait 19 000 abonnés. Alors ça peut paraître un chiffre extraordinaire, mais il faut vous expliquer qu'en 1980, c'était encore les paroisses qui abonnaient au journal régional tous les foyers connus. Et donc on ne faisait pas trop de distinction. Que les gens le lisent ou ne le lisent pas, ils le recevaient quand même. Or, l'écart se creusait de plus en plus entre le nombre d'abonnements réellement servis et le nombre d'abonnements réellement payés par les paroissiens à leur paroisse. Ce qui pesait lourdement sur les finances paroissiales et qui compromettait aussi les équilibres financiers du journal. Même si, à cette époque, le journal fonctionnait essentiellement avec des bénévoles. Le rédacteur en chef était bénévole, je dis ça pour certains qui sont là. Le président était bénévole, etc. Bon, bref. Alors c'est comme ça, pour pallier ces difficultés financières, qu'on a commencé à se dire peut-être qu'on pourrait faire des activités un peu plus rentables que la presse. Et donc on a commencé à prospecter un peu dans la région et on s'est aperçu qu'il y avait des gens quand même de talent, des pasteurs, des historiens, à qui on pourrait demander des contributions. Et c'est ce qui a été fait. Et à l'époque, c'est mon ami Marc Blanza, qui est là, qui était le président de cette entité qui s'appelait donc Réveil Publications et qui a commencé à mettre en route des publications à vocation régionale. L'objectif, c'était vraiment l'édification des membres des différentes communautés protestantes et le soutien global, on pourrait dire, à la mission de l'Église en produisant tous les outils nécessaires. Des recueils de prédications, des textes liturgiques, des carnets de chants, des partitions musicales, l'histoire du protestantisme local ou régional, etc., etc. Un premier carnet de chants a été préparé avec Marc, bien sûr, mais grâce aussi à l'aide d'Alain Bergès et Claude Fraisse, qui étaient de sacrés musiciens, si on peut dire, à l'époque, tous deux originaires de la paroisse de Romans. C'était un carnet très artisanal, je l'ai encore chez moi, c'était des feuilles en format A5, avec une couverture en plastique reliée, vous savez, avec une pince en fer. Mais ce recueil a rencontré un grand succès, puisque 5000 exemplaires qui ont été produits tout de suite, dès la première année, se sont vendus très rapidement. Alors que Marc et son équipe se sont attelés à la préparation d'un carnet de chants encore plus ambitieux, faisant rentrer dans le répertoire des chants plus récents, issus du renouveau liturgique catholique, ou bien issus du mouvement charismatique. Et ce recueil de chants, qui s'est intitulé « Arc-en-ciel », il vous revient en mémoire, est sorti pour la première fois en 1988. Le premier tirage de 30 000 exemplaires, tenez-vous bien, a été écoulé dès la première année. La 5e et dernière édition de ce recueil date de 1995. Et dans cet intervalle, tenez-vous bien, 144 000 exemplaires de ce recueil ont été vendus. Je n'invente pas le nombre pour correspondre avec l'Apocalypse. C'est vraiment vrai, 144 000 exemplaires. Et donc le succès de ce recueil de chants a permis à Réveil Publications de se constituer un joli petit capital qui a permis d'acheter le local, qui est encore le siège social de l'association, dans le quartier de la Croix-Rousse, donc au 20 rue Calier, dans un immeuble qui venait juste de se construire. En 1995, Henri Fischer, qui est là encore lui aussi dans la salle, est arrivé comme pasteur à Grenoble
et on lui a confié la présidence de Réveil Publication. Et en arrivant, il a analysé un petit peu les comptes de l'association et il a été conduit à prendre des mesures plus radicales pour maintenir l'équilibre financier du journal. Les foyers qui ne payaient pas leur abonnement, au bout de plusieurs relances, ont été rayés des listes. Et donc, en l'espace d'un an, le nombre d'abonnements servis a chuté de 12 000 à 6 000. Donc, vous voyez, on a bien sabré dans les effectifs. C'est à ce moment-là que le journal a voulu aussi se professionnaliser. Et 2 chantiers ont été menés en parallèle. D'abord, le projet rédactionnel a été entièrement repensé grâce à l'expertise qu'on a sollicitée auprès de Bayard Presse, qui avait vraiment de l'expérience dans ce domaine-là, de la presse paroissiale locale ou régionale. Et donc, on a créé à cette époque-là un comité de rédaction chargé d'élaborer le contenu du journal. C'est Colette Bergès, à cette époque, qui était rédactrice en chef du journal. Deuxième chantier, on a commencé à imaginer des stratégies de convergence possibles avec 2 autres journaux du Grand Sud-Est de la France, le CEP et Échange. Une collaboration qui pourrait aller sur le terrain rédactionnel, mais aussi sur la production et la gestion de ces journaux ensemble. Et donc c'est là qu'est née ce qu'on a appelé la PRDS, c'est-à-dire Presse Réformée du Sud. Sur le plan éditorial, je reviens maintenant à l'édition, l'objectif de Réveil Publication était vraiment de répondre aux besoins des églises locales avec des productions de qualité, autant que possible, susceptibles d'être diffusées plus largement que les seules frontières de la région. Je me souviens, parce que je l'utilise encore aujourd'hui, de l'édition d'un classeur avec des fiches liturgiques. Moi, je continue à l'utiliser en y rajoutant mes propres textes. Bientôt, ça va être obsolète, tout ça, parce qu'un super site Internet est en train de se mettre en place. Bon, mais ça, j'en dis pas plus. Peut-être Emmanuel le fera tout à l'heure. Quand on a dans la région, c'était le cas, des talents comme Alphonse Maillot ou Antoine Nuis, l'un est mort, mais l'autre est très vivant. Il est là. C'est un atout considérable pour l'édition. Le fameux catéchisme protestant d'Antoine Nuis a été vendu à 1800 exemplaires dès sa souscription, avant même qu'il soit en librairie. Déjà 1800 exemplaires avaient été vendus. Et puis après, les autres succès se sont enchaînés. La galette et la cruche, etc. Je parle que de titres que vous connaissez parce que vous les avez probablement dans votre bibliothèque. Toujours à l'époque de Réveil Publication, un groupe de travail s'est mis en place en partenariat avec la Fédération protestante de France et avec la Conférence des églises de Suisse romande pour créer un nouveau carnet de chants. Et encore une fois, c'est Marc Blanza qui est devenu secrétaire de ce groupe de travail qui a travaillé de longues années, plus de 10 ans. Il s'agissait de réunir un corpus de chants communs entre la France, la Suisse et la Belgique. La plupart des chants nouveaux n'avaient pas encore d'accompagnement musical ou d'harmonisation. Il a fallu donc créer tout cela. Et 3 groupes ont travaillé en parallèle. Un groupe sur les textes, sur les paroles des chants, un groupe sur la musique et un groupe sur les chants multilingues pour adapter dans d'autres langues certains chants du recueil. Ces groupes étaient composés de Français, de Suisses et de Belges. Ils se réunissaient 2 fois par an pour 5 ou 6 jours de travail consécutifs, m'a-t-on dit. Et ça a été cette préparation du recueil Alléluia qui a duré de 1993 à 2003, donc un peu plus de 10 ans. La première année, les frais de préparation, de réunion, etc., ont été pris en charge par la Fédération protestante, mais dès la 2e année et jusqu'à la fin, c'est Réveil Publication qui a assumé les frais de ce recueil. Alors maintenant, venons-en justement à la création des éditions Olivetan. Il faut dire que l'évolution de la sociologie religieuse, il y a 20 ans, était marquée vraiment par une baisse sensible des effectifs des églises. Et ça a eu un impact, vous pouvez l'imaginer, sur le paysage éditorial qui prévalait à l'époque dans le monde luthéro-réformé. Du côté réformé, on avait une petite maison d'édition qui s'appelait Les Bergers et les Mages et qui avait une vocation nationale, reconnue par l'Église réformée de France. Mais la librairie du boulevard Saint-Germain, les librairies protestantes qui avait été créée sous l'impulsion de la Commission générale d'évangélisation, n'avait pas tenu et elle avait fermé ses portes.
De même, la Société des écoles du dimanche était elle aussi en difficulté et elle a dû cesser ses activités dans les années 2000. Ah, 2003, donc il y a 20 ans, pile. D'accord. Du côté luthérien, je regarde Jean-François Collange, on avait donc les éditions Oberlin, qui avaient fait le choix à l'époque, en plus de l'édition, d'ouvrir des librairies dans plusieurs villes, Strasbourg, Mulhouse, Lille, Paris. Mais cette stratégie assez ambitieuse n'a pas tenu très longtemps, et ces librairies ont dû fermer les unes après les autres pour ne garder que celle de Strasbourg, et encore dans un local plus petit que ce qu'il était à l'origine. Du côté de la Suisse, c'est guère mieux. Les éditions Labor et Fides n'équilibraient leurs comptes que grâce à des subventions qui étaient versées par les universités ou les églises cantonales. Tout ça pour dire qu'au tournant des années 2000, le secteur éditorial luthéro-réformé était vraiment en plein questionnement. Et qu'une recomposition allant dans le sens d'un regroupement des forces vives semblait quasiment inéluctable. Donc en 2003, il y a tout juste 20 ans, Réveil Publication est devenu officiellement le service éditorial de l'Église réformée de France à l'époque. Et pour cette nouvelle structure, avec une vocation élargie, il convenait de trouver un nouveau nom. Et c'est encore Marc Blausac qui a proposé le nom de Olivetan. Comme vous le savez probablement, Olivetan est un théologien du XVIe siècle. Je crois qu'il y a sa photo, c'est ça. Cousin de Calvin, à qui on a confié la responsabilité de traduire la Bible en français à partir des langues originales hébreu et grec. Et donc ce nom de Olivetan, qui est lié vraiment à la toute première traduction protestante de la Bible, correspond à plusieurs objectifs. D'abord, celui d'ancrer cette nouvelle maison d'édition dans l'héritage de la Réforme. Ensuite, celui de diffuser la pensée protestante à travers principalement la page imprimée. Il s'agissait aussi de se placer dans la perspective d'une vulgarisation de la pensée protestante, d'une vulgarisation de la parole, comme l'avait fait Robert Olivetan avec sa traduction, pour rendre le texte biblique accessible à tout le monde. Olivetan était un pasteur français, réfugié en Suisse, qui a travaillé à la demande des Vaudois d'Italie. Donc vous voyez, cette traduction avait déjà, on pourrait dire, une vocation un peu internationale. Et donc on pourrait dire en parallèle aussi, les éditions Olivetan ont vocation à s'ouvrir à l'international, tant dans la recherche d'auteurs que dans la diffusion. Quand je dis international, c'est en tout cas au niveau de la francophonie européenne. À cette ouverture internationale est venue s'ajouter aussi une ouverture écuménique, puisque Olivetan a déjà publié et continue à publier un grand nombre d'ouvrages sur le dialogue œcuménique entre les églises. Enfin, dernier argument, de même que la traduction de la Bible par Olivetan a constitué un outil pour la transmission de la foi, eh bien, les éditions Olivetan doivent contribuer, c'est leur vocation, à la formation de tous les membres de l'Église, qu'ils soient adultes ou enfants, laïcs ou pasteurs, catéchètes, musiciens, etc., etc. Donc désormais, l'Union nationale de l'Église unie est considérée comme membre fondateur de cette nouvelle association Olivetan. Et au moment où cette nouvelle entité a été créée, Henri Fischer, qui était jusque-là pasteur de paroisse, est devenu directeur à plein temps des éditions Olivetan. Et donc il a pu consacrer tout son temps et toute son énergie à développer cette activité éditoriale en créant de nouvelles collections, en cherchant de nouveaux directeurs de collection, de nouveaux auteurs, et cette fois-ci au plan national et même international, et pas seulement au niveau régional. C'est ainsi qu'Olivetan est devenu éditeur des conférences de Carême, qui étaient autrefois publiées par Berger et Mage, de recueils de prédications, de textes liturgiques ou poétiques, d'ouvrages sur la spiritualité ou la prière, de recueils de contes bibliques, d'ouvrages sur les questions éthiques, sur les faits de société, tout en continuant à produire des outils, on pourrait dire, nécessaires à la vie cultuelle. Manuels de catéchèse, textes liturgiques, recueils de prédications, ouvrages de réflexion pastorale, partitions musicales et, bien entendu, recueils de chants. Henri a aussi réussi à attirer chez Olivetan un auteur qui s'est révélé très prolifique, Daniel Bourguet, puisqu'actuellement, il paraît qu'il y a au catalogue, c'est Eddy qui m'a dit ça, 32 titres de Daniel Bourguet
dans le catalogue d'Olivetan. Olivetan est son éditeur exclusif, donc c'est commode ça. Le travail dont j'ai déjà parlé sur le recueil de chants Alléluia, qui avait démarré en 1993, a abouti à une première publication en 2005. Il était au départ destiné aux églises de France. Même si les groupes avaient travaillé ensemble, il était question que les Français publient de ce dont ils ont besoin pour la France et les Suisses fassent de même de leur côté dans un corpus de chants qui avait été sélectionné. La France a été plus rapide pour tirer, comme souvent, par rapport aux Suisses. Et puis finalement, les Suisses n'ont pas produit leur propre recueil et se sont ralliés au recueil de chants tel qu'il avait été conçu pour les églises de France. Donc ce recueil aujourd'hui est vraiment commun aux églises de France et de Suisse, en tout cas les églises réformées et luthériennes. Alors, autre sujet dont je voudrais vous parler, c'est la question de la diffusion. Parce que produire des livres, c'est bien, mais les vendre, c'est mieux. Dans le monde séculier, les éditeurs sous-traitent leur diffusion à des maisons spécialisées qui assurent pour eux le stockage, la représentation commerciale de ces livres auprès des libraires, l'expédition, la facturation et l'encaissement. L'éditeur peut ainsi se concentrer sur la recherche d'auteurs, la préparation, la fabrication du livre et ensuite sa promotion auprès du grand public. Cette chaîne du livre fonctionne relativement bien dès lors que les ouvrages sont susceptibles d'intéresser un public suffisamment important, suffisamment nombreux. Olivetan est affilié au syndicat national de l'édition et donc dispose de ce fait des chiffres annuels qui sont publiés par le syndicat de l'édition. Eh bien, je peux vous dire que si la bande dessinée, les ouvrages pour la jeunesse ou la littérature générale se portent plutôt bien, le secteur de l'édition religieuse est vraiment, vraiment à la peine. Or, dans ce secteur de l'édition religieuse, qui est déjà à la peine, vous avez quelques grosses maisons catholiques qui ont pignon sur rue et qui bénéficient de l'infrastructure que leur offrent de gros diffuseurs, et vous avez des toutes petites maisons d'édition comme Olivetan qui peinent vraiment à intéresser à leurs ouvrages un public plus large que les seuls pratiquants protestants membres d'Église. Donc, si dans le paysage éditorial français, l'édition religieuse est une niche, eh bien l'édition protestante, c'est une niche dans la niche. Donc, vous voyez que là, on arrive vraiment à une portion congrue. Faites l'expérience. Allez dans le rayon d'une grande FNAC. Je dis grande, hein, pas dans une petite ville de province, mais grande FNAC, à Lyon ou à Paris. Et cherchez des livres protestants, eh bien, il faut que vous vous mettiez à quatre pattes dans le rayon religion, c'est l'étagère du bas, et vous allez trouver, allez, au maximum 10-12 titres protestants. Mais tout le reste, ça sera l'ésotérisme et l'islam, surtout. Donc tout ça pour dire que c'est difficile. Olivetan a tenté plusieurs expériences de diffusion dans l'histoire, avec la Société biblique française, avec un autre groupe qui était situé dans le sud-est de la France ou l'ouest de la France, avec Salvator, donc aussi un diffuseur catholique. Mais à chaque fois, il a fallu constater que notre volume net de ventes était insuffisant pour justifier la remise importante que nous accordions à ces diffuseurs. Je dis volume net parce que lorsque tout se passe bien, les commerciaux arrivent à placer vos bouquins chez les libraires. Et quand au bout de 4 ou 5 mois, les livres ne sont pas vendus, eh bien, les libraires vous les renvoient. Et quand ils arrivent, en général, ils sont défraîchis parce qu'ils ont été peut-être un peu ouverts et manipulés, ou même dans les transports, ils ont été abîmés, ce qui fait qu'ils sont invendables. Donc le volume de vente nette, finalement, il est diminué de tous ces retours que les libraires vous font. Et le diffuseur, il n'aime pas traiter les retours. Et donc, il vous pénalise en plus, il vous donne des pénalités pour pouvoir gérer ces retours. Bref, moi, juste avant que j'arrive chez Olivetan, c'était en 2014, Olivier était encore le président, pour essayer d'enrayer ce déficit d'exploitation un peu chronique, eh bien, le conseil d'administration avait pris la décision de dénoncer le contrat avec Salvator et d'essayer que Olivetan assure sa propre diffusion. Donc nous avons passé, parce qu'on se voyait mal à la Croix-Rousse, là-haut, dans un endroit un peu inaccessible, avec des rues en pente, faire livrer des camions et tout ça. Donc on a passé contrat avec la CLC Logistique, située à Montélimar, qui, elle, stocke, prépare les commandes et expédie ces commandes. Mais la relation avec les clients, qu'ils soient églises, particuliers ou libraires, c'est Olivetan qui
administre cette relation. Et donc cette opération a permis de récupérer, de regagner environ 15% de marge qui était jusque-là laissée aux diffuseurs. Et donc ça nous a permis de retrouver un certain équilibre financier. En parallèle, nous avons accentué le marketing direct, notamment par le biais de la boutique en ligne, donc le site des éditions Olivetan, qui a vraiment connu une belle envolée et puis un volume d'affaires très important qui nous a permis finalement de compenser les choses. En ce qui me concerne, je suis resté directeur des éditions de 2014 à 2021. Et durant mon mandat, j'ai eu à cœur de poursuivre la politique qui avait été initiée par Henri Fischer, à savoir créer de nouvelles collections, chercher des modèles éditoriaux en quelque sorte qui puissent séduire des nouveaux publics. Donc ça a été une collection de dialogue entre la foi et la science, une collection destinée aux adolescents et aux jeunes parce qu'il nous semblait que ça manquait cruellement. Beaucoup d'éditeurs font des livres pour enfants, mais assez peu font des livres pour éveiller la foi ou entretenir la foi chez les adolescents. Une collection plus théologique que les ouvrages de vulgarisation que nous faisions jusque-là. Et puis, petit à petit, la notoriété d'Olivetan a continué à s'étoffer par un effet boule de neige. Nous recevions, mais je pense que c'est encore le cas, de plus en plus de manuscrits. Et alors, le pic a été atteint suite au Covid, où les gens s'ennuyaient chez eux et donc ont décidé de terminer les ouvrages qu'ils avaient commencés et jamais terminés jusque-là. Et là, ça a été une avalanche de manuscrits qui doit, je pense, se poursuivre aujourd'hui. Cet afflux de documents qui nous sont envoyés n'est pas de tout repos pour le directeur ou la directrice, là je parle de Corinne, qui doit trier tout ça. C'est comme le bon grain livré, hein. Il y a beaucoup d'ivrés et très peu de bon grain, malheureusement. Voilà. Donc, Corinne s'appuie sur un comité éditorial. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont engagées dans ce comité, qui l'aident finalement à discerner ce qui est publiable, ce qui est intéressant, ce qui éventuellement serait publiable à la condition d'être un peu modifié pour rejoindre tel public, etc. etc. Cette notoriété grandissante d'Olivetan s'est aussi concrétisée dans un certain nombre de partenariats que nous avons réussi à nouer. La Fédération protestante de France a publié une majorité de ses ouvrages chez Olivetan. Les églises protestantes d'Alsace et de Lorraine s'adressent aujourd'hui naturellement à Olivetan parce que la société luthérienne n'a pas la capacité juridique de vendre des livres en dehors du réseau des églises, dans les librairies. Donc c'est par Olivetan que ces livres passent. On a aussi un accord avec l'Institut protestant de théologie pour la publication des conférences que donnent les professeurs à droite et à gauche dans différents milieux. On commence aussi à publier des thèses assez remarquables qui ont été sélectionnées par les professeurs et qui méritent d'être mises en avant parce que c'est des gens, ces thésards-là, ces doctorants, ont un potentiel, on pourrait dire, de théologique et d'enseignement, et donc ça vaut la peine que ces thèses soient publiées. On travaille aussi avec la CEVA, avec la Fédération de l'entraide protestante, qui nous a confié déjà la publication de plusieurs ouvrages, avec la Fondation de John Bost, avec la mission évangélique Tzigane. Bref, j'arrête là parce que probablement je vais en oublier. Et je vois que Corinne, Corinne Egas, qui poursuit cette responsabilité aujourd'hui des éditions Olivetan, commence à publier, j'ai vu ça récemment, des ouvrages préparés en collaboration avec la Faculté catholique de Lyon. Voilà un nouveau partenariat tout à fait intéressant, et moi je suis heureux de constater que cette crédibilité d'Olivetan en tant qu'éditeur protestant à vocation œcuménique continue finalement à progresser. Parlons maintenant un peu des journaux, parce qu'il s'est passé des choses aussi pendant ces 20 années-là. Les 3 journaux dont j'ai déjà parlé, donc Réveil, Échange et le CEP, ont pris au fil du temps une réelle habitude de travail en commun. Non seulement les rédacteurs préparaient ensemble le contenu éditorial des journaux, mais des réunions régulières avec les présidents de région, les 3 présidents de région, et avec les directeurs de publication, leur permettaient de définir des orientations stratégiques, des campagnes de communication, des actions publicitaires, etc., etc. À tel point qu'au bout d'un moment, tous ont commencé à trouver qu'un rapprochement institutionnel serait quand même souhaitable. Ça économiserait beaucoup d'énergie. Et donc, nous avons ouvert un nouveau dossier juridique. À l'époque, c'était Thierry Schaff qui était le président d'Olivetan. Et là, ça a été un gros travail
pour permettre de se mettre en ordre de marche, en quelque sorte, pour pouvoir accueillir ces 2 journaux supplémentaires et donc aboutir à une fusion avec ces 2 autres associations. Jusque-là, le chiffre d'affaires d'Olivetan provenait pour 3/4 ou même 4/5 de l'édition, et le reste, c'était le journal. Mais avec l'arrivée de 2 nouveaux journaux, les choses se sont vraiment pas rééquilibrées, mais en tout cas, l'écart était bien moindre. Et donc, il a fallu repenser un peu la structure de gouvernance. Et on a abouti à un schéma où, désormais, on a 2 départements symétriques, un département presse et un département édition, les 2 étant dirigés par un responsable presse et un responsable édition. Et dans le conseil d'administration, on pourrait dire qu'on a 2 collèges principaux, l'Union nationale, qui est responsable du côté éditorial, et les régions, qui sont responsables du côté presse, puisque c'est la presse régionale protestante. Donc ce schéma s'est mis en place, de nouveaux statuts ont été déposés, et tout ça a abouti à la fusion des associations en 2019. Au départ de cette nouvelle structure, c'est Gérard Perrier, qui est là aussi dans la salle, qui a pris la responsabilité de devenir, on appelait ça à l'époque directeur presse, et il l'a fait de façon bénévole. Et je voudrais vraiment là lui tirer mon chapeau, parce qu'il n'a pas ménagé son temps ni sa peine pour mettre tout ça en place aujourd'hui. Et je crois pouvoir dire que grâce à lui et grâce à la bonne volonté de chacun, cette fusion s'est bien passée, dans le respect de l'identité de chacun des journaux, à tel point que d'autres titres de la presse régionale protestante, n'est-ce pas, ont commencé à imaginer un parcours analogue en direction de l'association Olivetan. Donc des contacts ont été pris avec les amis de Ensemble, le journal du Sud-Ouest, et avec la Voix protestante, donc, qui gère 2 journaux régionaux pour le nord de la France, plus en sous-traitance des journaux consistoriaux. Alors ces discussions n'ont pas été faciles, je le concède. Il y a eu des avancées, il y a eu des reculs. Thierry Schaff, qui a conduit tout ça, peut en témoigner. Mais bon, ces hésitations ne sont pas très étonnantes quand on connaît le désir d'indépendance dont font preuve les protestants, n'est-ce pas? Moi, je suis parti à la retraite en 2021, mais juste au moment de partir, le conseil d'administration m'a donné des devoirs de vacances en me demandant de poursuivre les contacts en vue de la création d'une régie publicitaire. Il s'agissait d'assurer des revenus complémentaires pour ces journaux qui, d'une part, continuaient à perdre des abonnés malgré leurs efforts, et aussi de contribuer au financement du poste de ce nouveau responsable du département presse qu'on allait recruter. Raphaël est arrivé juste au même moment, quasiment, que mon départ. Donc nous avons contacté l'ensemble des journaux protestants en leur faisant une offre de collaboration, y compris les 2 journaux alsaciens, que sont Le Messager, Nouveau Messager, et Le Ralliement. Et à notre grande surprise, mais surtout grande satisfaction, tous ces journaux ont accepté, en effet, de rejoindre cette régie publicitaire d'Olivetan, ce qui représente un total de 58 000 abonnés, qui nous permet, du coup, de solliciter de beaucoup plus gros annonceurs d'envergure nationale. Raphaël Badel donc, a été recruté à l'été 2022 grâce à un coup de pouce financier de la Fondation Flamme. Je le dis parce qu'il nous faut vraiment être reconnaissants par rapport à cette fondation qui a cru à ce projet et qui vraiment désire soutenir la presse et le rayonnement de la pensée protestante. Son arrivée, je crois pouvoir le dire, mais bouge tes oreilles pour rester humble, a renforcé le professionnalisme, on pourrait dire, de ce département presse, qui est devenu encore plus crédible par rapport aux autres journaux protestants. Et de fait, des pourparlers en vue d'un rapprochement ont pu reprendre avec les 2 organismes dont j'ai parlé, Présence protestante en région parisienne et donc le journal Ensemble dans le Sud-Ouest. Il est fort probable, les discussions sont déjà bien avancées, et il est fort probable que dans les mois à venir, Olivetan aura à gérer 3 journaux régionaux supplémentaires, ce qui portera le total à 6, plus peut-être en sous-traitance des journaux consistoriaux ou autres. Cela veut dire une plus grande capacité de négociation sur les prix avec nos fournisseurs, puisqu'on a une force de frappe plus importante.
Ça veut dire aussi une trésorerie accrue, puisque les journaux arrivent avec, les associations, en se fusionnant avec Olivetan, apportent aussi la trésorerie, si elles en ont. Cela veut dire aussi une réflexion concertée entre tous sur les évolutions de la presse, notamment dans son rapport avec le web. Vous savez que nos modèles de presse papier sont questionnés aujourd'hui. Comment faire pour articuler l'information entre les deux supports ? Le web, mais qui a tendance à être gratuit, ou en tout cas difficilement rentable, et puis la presse papier qui, elle, serait rentable, mais par contre avec un lectorat qui est en diminution. Comment faire pour articuler ces deux composantes-là ? Et donc le projet aujourd'hui, si j'en crois ce que me dit Eddy, c'est de développer une plateforme web pour la presse régionale protestante, plus ambitieuse, plus riche, avec un vrai contenu éditorial qui sera peut-être différent de ce qu'est le support papier, comme font les autres grands groupes de presse. J'en arrive à ma conclusion. Mon Dieu que j'ai été bavard. Je viens de vous présenter l'histoire d'Olivetan un peu comme une success story, en soulignant plutôt le positif, quoi. Et en effet, on a quand même de nombreux motifs de satisfaction, de belles réussites à notre actif, mais je voudrais quand même que, raisonnablement, nous restions humbles et conscients de nos fragilités. Je prends un exemple. Quand Antoine Nuis est venu nous trouver, il y a quelque temps, pour nous proposer son commentaire intégral du Nouveau Testament, verset par verset, on était d'abord très flattés, d'autant plus qu'un autre éditeur assez gros l'avait refusé. Donc on s'est dit, oh, pourquoi pas nous ? Mais en y réfléchissant, on s'est dit non, on n'a d'une part pas la capacité financière de prendre un tel risque financier, parce qu'on se doutait que ça serait, en termes de préparation éditoriale, un gros projet. Et puis, ça ne rendait pas justice à la qualité du contenu, en disant on aura, pour ce travail remarquable, une diffusion qui sera trop confidentielle, pas assez large. Et donc, on a prospecté un petit peu pour trouver des partenaires. Et de nouveau, on est tombé chez Salvatore, qui a accepté donc de coéditer avec nous cet ouvrage, en 2 volumes, dans un coffret, etc., vous le connaissez, et qui a eu un succès qui a dépassé nos espérances, je dois vous le dire. Il a été plusieurs fois réédité, à la grande satisfaction de tous, Antoine, bien sûr, en tant qu'auteur, et puis, et nous aussi, en tant que petit éditeur, parce qu'on avait un bon contrat avec Salvatore où on partageait la marge. C'est-à-dire que s'ils en vendaient plus, ils nous reversaient la moitié de leur marge. Et ça, c'était bon. Voilà, tout ça pour dire que, fort de ce succès, et parce qu'on recevait des courriers en disant « mais c'est quand qu'il fait la suite ?» Antoine, qui ne l'avait pas du tout prévu au début, a été encouragé finalement à se remettre derrière sa table de travail et derrière ses commentaires et ses concordances pour envisager la suite. Et donc, il a fait quelques essais comme ça dans les différents livres de l'Ancien Testament. Il a dit pourquoi pas, ça a l'air de fonctionner et il s'y est attelé. Les 2 premiers livres sont déjà parus, les 2 premiers volumes de l'Ancien Testament, et le 3e, je viens de le voir là, de le toucher, je ne l'ai pas déballé parce qu'il était encore sous cellophane, mais il vient de sortir. Mais tout ça pour dire que, bien sûr c'est un succès, mais je le présente comme une faiblesse, c'est-à-dire qu'on a senti, on a pris conscience qu'on n'avait pas les moyens tout seul d'assurer une diffusion à la hauteur de la qualité de cet ouvrage. Et c'est le cas pour d'autres ouvrages qui sont de très grande qualité chez Olivetan, mais malheureusement trop méconnu, trop peu diffusé. Autre signe de faiblesse, c'est qu'à l'heure actuelle encore, où je vous parle, la marge commerciale dégagée par l'édition ne permet pas de payer le salaire de Corinne Egas, la responsable des éditions. C'est encore l'Union nationale, très généreuse, et merci, qui assure le salaire de Corinne. Et ça, c'est un dispositif qu'on a mis en place depuis 2016. Mais pour l'instant, on ne voit pas comment on pourrait sortir de ce dispositif parce que la rentabilité n'est pas au rendez-vous. En ce qui concerne les journaux, bien sûr, je l'ai dit, le fait d'être tous ensemble donne des moyens financiers pour résister un peu plus longtemps à l'érosion des abonnés. Mais il ne faut pas se le cacher, le chemin est long et difficile pour essayer d'enrayer cette baisse des abonnés. Et puis, je dois le dire aussi, honnêtement, les journaux ont chacun leurs habitudes de travail et tous ne sont pas prêts à jouer le jeu collectif qui permettrait en effet de faire des économies d'échelle sur le plan administratif, production, etc. etc. Donc là aussi, il va falloir du temps pour que les gens réalisent que c'est vraiment en se mettant ensemble, de manière unanime, qu'on va arriver
à tenir le coup. Donc ce modèle économique, il est encore extrêmement fragile. Je ne veux pas vous le cacher. On est encore un peu sous perfusion de subventions, d'aides institutionnelles de la part de l'Église protestante unie. Mais je voudrais aussi, pour terminer, dire que Olivetan peut compter sur 2 atouts majeurs. D'abord, les responsables de nos églises, que ce soit au niveau national ou régional, sont convaincus de la nécessité d'avoir un outil éditorial comme Olivetan pour continuer à produire les outils de formation et de pastorale dont les églises protestantes ont besoin. Et pour produire vers l'extérieur une parole luthéro-réformée, on pourrait dire, dans la société. Et ces responsables d'église ne ménagent pas leur peine ni leur temps pour faire revivre cette structure. Moi, je suis toujours impressionné de voir à quel point Emmanuel Sebold, président du Conseil national, ou Sibyl Klump, président de son conseil régional en PACA, et les autres présidents de région, investissent du temps pour tenir à bout de bras un peu cette structure Olivetan. Ils sont les uns et les autres un peu comme nos bonnes fées sur le berceau, en quelque sorte. Autre atout majeur, Olivetan peut compter sur l'apport décisif d'un grand nombre de bénévoles. Et il y en a plusieurs parmi vous. Que ce soit dans les instances de gouvernement, dans les comités de lecture, dans les comités presse, les correcteurs, les relecteurs, les rédacteurs des chroniques locales dans les journaux, etc. Vous avez ainsi des dizaines et des dizaines de personnes, toute une armée de l'ombre en quelque sorte, qui travaillent à produire des journaux de qualité et des ouvrages de qualité avec le souci de faire rayonner l'Évangile aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est une grande chance et une grande force. Je termine en disant que Olivetan a 20 ans, donc, et par analogie avec l'existence humaine, on pourrait dire que Olivetan a passé l'âge de l'enfance et de l'adolescence. Le garçon s'est bien développé en taille et en expérience, et il est prêt maintenant à mener sa vie d'adulte. Je dis garçon, mais je ne sais pas s'il est de sexe masculin ou féminin, Olivetan. Voilà. Mais en tout cas, je souhaite à cette structure éditoriale Olivetan de continuer à être, je dis au féminin comme ça, inventive, imaginative, audacieuse, pour continuer à rester fidèle à sa vocation d'être, une vocation difficile, d'être éditeur protestant dans une société sécularisée. Merci beaucoup pour votre attention.